5 États du Nigeria ont enregistré des cas avérés de grippe aviaire H5N1. Les autorités rassurent quant aux mesures indiquées pour la sécurité des populations. Ils seront 50 détenus de la crise post-électorale à bientôt bénéficier d'une liberté provisoire. L'annonce a été faite hier par la justice ivoirienne. Lansana Bathily, malien ayant sauvé la vie à plusieurs Français lors des attentats, est naturalisé. Il fait désormais la fierté de son pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, la justice a annoncé hier que 50 détenus de la crise post-électorale de 2010 à 2011 vont bénéficier de la liberté provisoire. La mesure dont l'opinion publique est interprétée comme un geste d'apaisement du pouvoir envers l'opposition. Des précisions avec ce reportage. Le procureur de la République, Adou, ordonne ce jour la libération provisoire d'office d'une cinquantaine de détenus de la crise post-électorale et a procédé au dégel des comptes bancaires de 31 personnalités dans le même cadre. C'est la substance du communiqué passé en boucle sur la télévision publique ivoirienne qui alimente désormais toutes les conversations. 50 détenus de la crise post-électorale en liberté provisoire pour le citoyen lambda, ce n'était pas évident. Mais pour bien des observateurs de la vie politique ivoirienne, il ne pouvait en être autrement. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un appel de pied à l'opposition, d'autant que le FPI, le Front populaire ivoirien parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, avait subordonné la reprise du dialogue rompu depuis mai de l'an dernier avec le pouvoir à la résolution au prime abord de la question des prisonniers politiques. En effet, la question des détenus de la crise post-électorale est plus qu'épineuse en Côte d'Ivoire, où plus de 300 d'entre eux s'étaient mis en grève de la faim en décembre. Nombre de ces prisonniers sont depuis 3 ans en détention provisoire sans que leur dossier n'ait avancé outre mesure. Leur situation et le problème des exilés, toujours non résolus, sont entre autres handicaps à l'effectivité de la réconciliation nationale qui, au-delà des discours, semble toujours avoir du plomb dans l'aile. Acteur majeur et controversé de la décennie de crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, la mission de la force française Licorne a officiellement pris fin mercredi. Après y avoir passé 12 années de service, elle est désormais en charge des forces françaises en Côte d'Ivoire. Licorne a été déployée en Côte d'Ivoire en septembre 2002, quelques jours après le début d'une rébellion. Son rôle officiel était de protéger les ressortissants français et étrangers et tenter de stabiliser le pays. Plus de 8 années de crise politico-militaire s'en sont suivies. Les proches de Laurent Gbagbo critiquent fortement son rôle. Ils sont convaincus que Licorne a notamment aidé à renverser l'ex-président en avril 2011 en pillonnant sa résidence. Entre 600 et 800 soldats français sont désormais basés à Abidjan de sources militaires. Ils s'occuperont encore de former et d'accompagner la restructuration de l'armée nationale d'après les termes d'un partenariat de défense signé en 2012 entre la France et la Côte d'Ivoire. Le chef du groupe armé Boko Haram a revendiqué l'attaque de la ville de Baga au nord-est du Nigeria. Il s'agit d'une attaque qui a fait des centaines de morts début du mois de janvier. Aboubakar Shekau a aussi menacé le Niger, le Tchad et le Cameroun dans une vidéo mise en ligne mardi soir. Nous avons tué le peuple de Baga, comme notre Dieu nous l'a demandé dans son livre. Nous n'arrêterons qu'à notre mort. Vous verrez. Cette revendication n'est pas une surprise. De nombreux témoignages ayant été recueillis sur les atrocités commises par les combattants de Boko Haram au cours de cette offensive. L'attaque début janvier contre cette ville du nord-est du Nigeria et plusieurs autres localités des rives du lac Tchad est, selon Amnesty International, la plus grande et la plus destructrice des 6 années d'insurrection du groupe et a fait des centaines de morts, voire plus. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé mardi que ses services rassemblaient des informations sur l'attaque.
Le Nigeria et ses voisins discutaient mardi à Niamey des moyens d'unir leurs forces contre les islamistes de Boko Haram qui menacent de déstabiliser les pays frontaliers du nord-est du pays. 13 pays africains et non africains ont pris part à cette réunion dans la capitale du Niger. Le chef du groupe islamiste nigérien, Aboubakar Shekau, a ouvertement défié les pays voisins du Nigeria de l'attaquer. Mohamed Youssouf, le président du Niger, vous faisiez partie de ceux qui sont allés témoigner de la sympathie à Hollande, le petit-fils de Charlie. C'est votre travail? Vous allez voir, monsieur le président du Niger, vous allez voir. Paul Biya, avez-vous peur au point de demander de l'aide? Qui va vous aider? Ceux qui vous aideront ne sont pas compatibles avec Allah. Idriss Déby, le roi de l'Afrique, vous êtes en retard. Je vous défie de m'attaquer maintenant. Je suis prêt. Mardi, en fin de journée, une nouvelle attaque a été lancée par Boko Haram contre une localité de la région, Bondéry. Les combats, selon une source sécuritaire camerounaise, étaient très rudes. Le bilan n'était toujours pas connu ce mercredi. L'Union africaine a appelé mercredi à finaliser très rapidement la force régionale destinée à lutter contre ce groupe. Des cas de grippe aviaire de type H5N1 ont été décelés dans 5 États du Nigeria. L'information est confirmée par les autorités du pays. Les 5 États concernés sont Kano, Lagos, Ogun, Delta et Rivers. Le ministre de l'Agriculture assure prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les citoyens et pour que l'industrie avicole ne soit pas trop affectée par la propagation de cette grippe. Il rassure par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer parce que le risque de contagion est faible pour les êtres humains. Au Togo, les opérations préparatoires pour l'organisation de l'élection présidentielle ont démarré après l'installation des bureaux de la commission électorale locale indépendante. L'opération de révision de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire togolais répartie en 3 zones a été lancée. Suivant à présent le président de la CENI, il est au micro de Ferdinand Kaobi Gadé, le correspondant de Chika TV au Togo. La CENI vient par ma voix vous invitez solennellement à ce rendez-vous du devoir citoyen, conformément aux dispositions des articles 40 et 51 du Code électoral. Zone 1. Les CELI de Lomé 1 et 4, 1er et 4e arrondissement de Lomé. CELI du 2e arrondissement de Lomé. CELI du 3e arrondissement de Lomé. CELI du 5e arrondissement de Lomé. CELI de Aflao Gakli, Aflao Sabado. CELI de Agouenyeve Toblé. CELI de Bagida. CELI de Vaposito, Legbasito Zangera. CELI de Yoto. CELI de CELI de Lac. CELI de Bamono. CELI de Zio. CELI d'Ave. CELI d'Agou et CELI de Klouto. La révision dans cette zone, la première, se fera du 20 au 26 janvier 2015. La zone 2 comprend les CELI suivantes: Pelé, Dani, Wawa, Akebu, Amou, Ao, Moyen-Mono, Ogou, Anié, Est-Mono, Blita, Sotobois et Tchamba. La révision dans cette zone se déroulera du 3 au 9 février 2015. La zone 3 comprend les CELI suivantes: Tchaoudjo, Assoli, Dankpen, Bassar, Bina, Koza, Doufelgou, Kéran, Oti, Tandjouare, Tone, Senkassé et Kpendial. La révision dans cette 3e zone se fera du 17 au 23 février 2015, clôturant ainsi la période de la révision des listes électorales. Lansana Batili, ce jeune Malien, employé du supermarché et cacheur, naturalisé français pour avoir sauvé des vies lors de la prise d'otage menée par Amédi Koulibaly à Paris. Ce jeune, disais-je, fait la fierté désormais de son pays et des Africains en Europe. C'est du moins ce qu'estime le président de l'association malienne des expulsés et le ministre des Maliens de l'extérieur. Suivant un extrait de leurs propos dans cet élément.
Vraiment, aujourd'hui, nous les Maliens, nous les leaders, nous les associations des migrants, nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers du rôle qu'il a joué. Il a montré à l'opinion nationale et internationale que les migrants ne sont pas dans les réseaux mafieux. Ce sont des migrants économiques qui sont allés pour chercher de mieux être ailleurs. Ils sont allés pour bâtir leur famille et pour bâtir leur pays. Ils ont montré l'honnêteté des migrants dans les pays d'accueil. Je voudrais appeler en cela que l'ensemble des autres Maliens, où qu'ils soient, pas seulement en France, mais partout ailleurs, qu'ils puissent s'inspirer de cet exemple de Lassana Bathily, qu'ils en fassent désormais un but à atteindre l'honneur, la dignité, partout où ils sont. Que Lassana contribue à aider les autres, à ne plus se laisser endoctriner, que la communauté malienne comprenne que ceux qui viennent en eux pour vouloir leur apprendre la religion sous quelque forme qu'elle soit, qu'il n'ait aucun complexe, parce que le Mali connaît l'islam depuis plus de 1000 ans aujourd'hui. Donc nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de ceux qui veulent nous endoctriner et nous amener vers des choses qui ne sont d'ailleurs pas de l'islam. Les belligérants sud-soudanais ont signé mercredi à Arusha un accord de réconciliation au sein du parti au pouvoir. Cet accord, paraphé par le président Salva Kiir et son ancien vice-président et rival Riek Machar, vise à réconcilier les factions rivales au sein du mouvement de libération du peuple du Soudan au pouvoir depuis l'indépendance du pays en juillet 2011. À l'issue de la séance de signature, le ministre des Affaires étrangères tanzanien a offert ses félicitations aux belligérants pour avoir trouvé un accord de réunification de leur parti pour le bien du Soudan du Sud. Les détails de l'accord de réconciliation n'ont pas été rendus publics. Cap sur la France, le Premier ministre français Manuel Valls a levé mercredi un coin de voile sur l'ensemble des mesures prises par le gouvernement français pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Ce plan prévoit un investissement d'environ 500 millions d'euros au cours des 3 prochaines années. Plus de précisions à travers ce reportage. 425 millions d'euros de crédits d'investissement, d'équipement et de fonctionnement alloués à la lutte contre le terrorisme pour les 3 prochaines années. La France se donne les moyens de se protéger de toute nouvelle attaque terroriste. Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur le renforcement du capital humain. Ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Dans son nouveau plan de lutte contre le terrorisme, la France entend également renforcer la surveillance des personnes suspectées. Ce sont près de 3000, je dis bien 3000 personnes à surveiller. Ce changement d'échelle est un défi redoutable pour notre pays et pour nos partenaires, notamment européens. Le chef du gouvernement français entend par ailleurs accélérer la finalisation et le vote du projet de loi sur le renseignement. Ce projet, qui doit beaucoup aux réflexions du président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, sera présenté le plus vite possible au Conseil des ministres et transmis au Parlement début mars. Manuel Valls annonce par ailleurs le recrutement des aumôniers musulmans et leur professionnalisation. Un fichier placé sous le contrôle d'un juge et contenant les noms des personnes condamnées ou judiciairement mises en cause pour des faits de terrorisme sera également créé. Nous voici au terme de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes sur SICA.